Bonjour à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir au Libraire Associé, un écrin au cœur de la Goutte d'Or, un endroit magique où on ne peut que vous inviter à venir une fois le confinement terminé. Nous voudrions remercier ici Jacques Dess, qui est le propriétaire de ces lieux. De ce lieu magique. Voilà, nous allons vous parler avec Thierry Keller. Bonsoir Thierry. Salut Pierre, ça va? Ça va qui est le directeur des rédactions de Ouzbek Erika. Thierry, vous nous expliquerez tout à l'heure ce qu'est cette revue, Oui. le magazine du futur. Et nous accueillons pour cette première conférence Xavier de Maison, qui est le patron d'Antidox, Bonsoir. une société de communication, stratégie digitale notamment. Mais Xavier est beaucoup plus que cela. C'est aussi le président de Civic Fab et du comité d'honneur de France Fraternité. Alors, nous inaugurons aujourd'hui un cycle de conférences autour des nouvelles tendances de la haine sur Internet, que nous avons intitulé pour la première Infodémie et Post-Vérité, état des lieux et préconisations. Ce que nous vous proposons, Xavier, avec Thierry, c'est d'abord de réfléchir au concept qui vous est proposé aujourd'hui autour de infodémie, qui est un terme qui est apparu, qui est tout récent, qui est apparu en février dernier à l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, et puis discuter aussi du terme de post-vérité qui ne fait pas aujourd'hui l'unanimité. Voilà, nous sommes ensemble pour une période d'environ 1 heure 20, c'est un dialogue auquel nous allons nous livrer, même si Xavier est évidemment l'invité central et principal de cette rencontre. Thierry. Ouais, merci Pierre. Écoutez, c'est vraiment un très bel endroit et on est hyper heureux d'être en vrai dans un endroit physique avec des vrais gens. Merci Pierre, merci Xavier. Oui, on a voulu Uzbek Erika et France Fraternité s'associer pour évoquer les nouveaux visages de la haine sur Internet. L'idée, c'est qu'on se voit un certain nombre de fois dans les mois à venir pour parler à la fois d'infodémie aujourd'hui et de post-vérité, mais aussi de cyberharcèlement, de fachosphère, de laïcité, d'islamisme, bref, de parler de trucs vraiment hyper cool qui se passent en ce moment et de vraiment mettre les pieds dans le plat, mais je dirais pas de le faire de manière hyper polémique et justement de pas prêter le flanc à, à, à la à la controverse inutile, mais au contraire d'essayer de se réunir entre gens bien pour essayer de trouver des solutions et essayer de trouver des sorties honorables. Parce que moi, je suis assez persuadé, mais on en discutera avec Xavier tout à l'heure, que la majorité des gens ne sont pas haineux, que la caisse de résonance et la démultiplication liée à Internet et aux réseaux sociaux fait qu'on a une sorte de miroir déformant et que en réalité, on est dans une sorte de chevauchée qui mériterait d'être stoppée par le plus grand nombre. Mais je veux pas trop m'avancer dans cette introduction. Peut-être qu'on peut poser une première question à Xavier. Déjà, peut-être Antidox, what is it? Ouais. Pierre a parlé du Civic Lab. C'est quoi? C'est une ONG et puis derrière aussi avoir je peux me permettre de te tutoyer. Ouais, on va se tutoyer. Voilà, okay, cool. D'avoir un peu ton opinion et tes propos sur tout ce qu'on vient de se dire. Donc d'abord peut-être Antidox. Ouais.
Antidox, du coup, c'est une centaine de clients, une quarantaine de collaborateurs et de consultants, d'experts du numérique. Et du coup, on accompagne des personnalités et des entreprises pour gérer tout ce qui est réseaux sociaux, notamment numérique. Quand je dis gérer, c'est aussi en profiter de tous les effets positifs qu'il peut y avoir. Et puis, il y a aussi gérer tout ce qui peut être haine ou problématique. Voilà. Civic Fab, c'est une ONG à part qui travaille sur développer l'éducation aux médias, développer des éléments de contre-discours positifs dans l'espace public. En lien avec tout un ensemble d'autres associations, et notamment France Fraternité, qui fait exactement aussi cette mission. Voilà. Et on n'oublie pas, avant de commencer, de remercier à la technique Philippe Nadji Bouriachi et puis Brigitte Martinez. Voilà. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, donc notamment autour de la définition des concepts sur l'infodémie. Une fausse rumeur a le temps de faire le tour de la Terre, le temps que la vérité lasse ses chaussures. Alors, comment on fait et est-ce qu'on est véritablement dans l'ère de la post-vérité, celle où les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Alors oui, on le ressent tous aujourd'hui. On est dans un espace temps très particulier dans lequel on n'a pas beaucoup de vérité scientifique ou de vérité à partager sur lequel on s'entend. C'est assez nouveau. En vérité, c'est probablement marqué par plusieurs grandes tendances qui convergent. Il y a une tendance majeure qui est que chacun peut maintenant s'exprimer, et donc chacun peut donner son opinion, son point de vue, et donc ça augmente la diversité des idées, des opinions. Très clairement, les espaces numériques ont permis l'expression d'opinions qui étaient parfois considérées comme minoritaires, qui étaient bloquées par ce qu'on appelle des gatekeepers. Gatekeepers, ça pourrait être des journalistes, ça pourrait être les institutions, les médias, qui donnaient ou pas la parole à tel ou tel qui était considéré comme légitime ou pas. C'est plus le cas. Donc chacun peut prendre position, et en fonction de sa capacité de la médiatique, son talent, son humour, peut avoir un impact qui peut être supérieur à une institution, à une entreprise, à un chercheur. Et donc du coup, on a une sorte d'équilibrage des rapports de discours. Ça, c'est une vraie tendance qui est assez récente. Une autre des grandes tendances pour moi qui est majeure, c'est la victoire d'une pensée critique, qui est d'ailleurs très globalement pensée et qui est née en France. C'est tout le courant dans les années 60, 70, 50, 60, 70, 80, de la French Theory, de la pensée postmoderne, Derrida, la déconstruction, Deleuze, Foucault, le biopouvoir, et puis toute la pensée critique aussi. On est dans une librairie en littérature, le nouveau roman, toute cette pensée-là, qui est liée probablement aussi avec un grand changement anthropologique qui est issu de la physique quantique, qui est que l'observateur, la conscience a un impact sur ce qu'elle observe. C'est le cœur de la physique quantique, et donc du coup, on se retrouve avec l'idée que chaque conscience porte une vision du monde, et aussi qu'on peut déconstruire un certain nombre de récits. Cette pensée-là s'est exportée aux États-Unis, s'est exportée sur tous les campus mondiaux. Elle nous revient packagée, formatée, mal digérée sans doute quand même. Parce que de Derrida à la post-vérité, il y a quand même. Elle nous revient en tout cas à armer. Elle a servi à armer un certain nombre de mouvements de combat
qui ont leur légitimité, et donc de mouvements aussi de libération, c'est-à-dire de partis minoritaires qui ont du coup, grâce à cette déconstruction, pu porter leur voix. Les mouvements féministes, LGBT, les mouvements aussi de défense de telle ou telle communauté. Et donc elle a sa légitimité, mais du coup elle contribue aussi à complexifier ce qui pourrait être une pensée commune ou une vérité commune. Voilà. Mais ça veut dire qu'en fait, bon, parfois, il y a cette affaire de doute qu'on nous enseigne, y compris le doute cartésien, sans aller même jusqu'à Derrida et Deleuze, si on remonte bien longtemps avant. On nous a appris à douter et à considérer que justement, la Terre tourne autour du Soleil, qu'il y a des lois physiques. Et donc, le doute, il s'est d'abord manifesté autour de la pensée religieuse et de cette espèce de pensée magique qu'on a cherché à nous inculquer. Et tout à coup, voilà que ce doute qui a été, si je te suis, réinjecté dans la pensée de la théorie critique des 70s, nous revient comme un boomerang, et tout à coup, on peut se réclamer de la théorie platiste, c'est-à-dire ceux qui pensent que la Terre est plate, juste parce que on doute de la bienséance scientifique issue des élites qui nous dirigent. Et donc là, tout à coup, il y a une sorte de retournement. Comment on fait pour rester en fait un individu rationnel, voire rationaliste, et dans un moment où le doute est subtilisé par les tenants de la post-vérité. Alors on lit Uzbek Erika avec habileté. Oui, c'est une très bonne chose. Non, je pense qu'on peut pas en fait. Je pense qu'on est tout porteur de complots, de théories du complot, de bouts d'idées, d'a priori, d'envie de défendre des identités qu'on a et d'envie de les défendre de façon forte, et que ça nous amène tous, notamment dans ce nouveau paysage qui est un paysage très ouvert de la communication et du digital et des réseaux sociaux, à devenir radical. Et chaque du coup mouvement, chaque sous-communauté, chaque défenseur d'une opinion, d'une idée, d'une identité a tendance à monter un peu aux extrêmes et à vouloir défendre assez fortement son point de vue, quitte à aller attaquer les autres. Et donc on en est dans ce paysage qu'on a appelé avec un de mes bons amis et partenaires, Guillaume Jubin, le bûcher des vérités, c'est-à-dire un moment un moment de combat potentiel, d'idées entre elles. Et donc on en est dans ce moment-là à peu près, un peu agressif, un peu colérique. Oui, alors simplement, tout à l'heure tu disais que chaque conscience porte une vision du monde. Et tu jugeais cela tout à fait légitime, tout en indiquant qu'il y avait forcément une radicalité, une espèce de compétition autour de l'émergence d'un certain nombre d'idées. Mais le problème, c'est celui du sens commun. Parce que, à partir de ce moment-là, si tout se vaut, quel est le sens que l'on peut trouver? C'est finalement Hannah Arendt qui disait que le résultat d'une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n'est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel se trouve détruit. Et je pense que c'est bien là le cœur de la question: comment faire sens commun, comment faire volonté commune, force commune, vie commune, si tout se vaut et si on est sur les chemins de la radicalité. C'est la question qu'on a aujourd'hui dans un espace qui est posé aux plateformes, c'est-à-dire les réseaux sociaux. C'est comment on arrive à faire en sorte qu'il y ait un discours et qu'il y ait quand même un maintien d'un certain nombre de faits validés par, disons, le consensus le plus large. Et quand ces faits sont validés et que
contester ces faits dangereux pour des individus ou la société, ces faits peuvent être enlevés ou signalés. C'est ce qu'on a vu récemment sur l'élection américaine où les plateformes, enfin Twitter en l'occurrence, a eu envie de montrer que certains tweets de Donald Trump contrevenaient à un moment donné à ce qui était le consensus, disons, d'une partie principale de la population et qui était qu'il n'y avait pas de preuve qu'il y avait un trucage de l'élection. On verra comment la situation évolue, mais en tout cas, Twitter a pris cette position-là. C'est un changement assez important qui se génère là, qui est en train de se créer depuis un an, disons, enfin quelques mois, de la part des plateformes et donc des opérateurs qui se retrouvent à sanctionner certains sujets. Alors ça nous contredit d'ailleurs, les plateformes et leurs patrons se contredisent eux-mêmes par rapport à leur jurisprudence préalable. En grande partie, et ça nous pose un problème. On n'a pas du tout envie que ça soit Twitter ou je ne sais quoi, ou Facebook ou un algorithme dont on ne sait rien, qui va décider ce qui est vrai ou pas et ce qui est le consensus ou pas. Donc il y a ce sujet de consensus qui est, disons, à un moment donné, un certain nombre de personnes qui ont regardé un point et qui valident un fait, qui ont regardé une situation et qui le valident. Alors il y a un acte de confiance là, et donc ça nous amène à ce que c'est qu'une société dans laquelle effectivement la confiance est compliquée. Et ça nous enlève un peu du sujet des réseaux sociaux et ça nous amène à d'autres problématiques de ce que c'est que notre société. Avant de poursuivre notre débat, je voudrais vous montrer évidemment le livre Le bûcher des vérités. C'est chez Hermann et c'est écrit par Xavier de Maison. Et puis, je voudrais également vous rappeler l'adresse, le numéro de téléphone des libraires associés, endroit magnifique dans la Goutte d'Or, le 01 42 57 20 24. Alors, pour poursuivre cette question, il y a eu un essai de régulation des réseaux sociaux en France, une fameuse loi, la loi Avia. Je crois que tu y as quelque peu contribué en termes de réflexion. Ça n'a pas été un succès. Alors, donc, il y a plusieurs lois qui ont été pensées en France, en grande partie parce que un certain nombre de dirigeants politiques, de militants, sont aperçus qu'il y avait quand même un certain nombre de problèmes sur les réseaux sociaux. Un premier problème qui est la circulation de ce qu'on appelle des fake news. Alors, fake news, ça veut tout et rien dire, mais c'est l'idée qu'à un moment donné, dans certaines situations, faire courir des fausses informations peut avoir un impact important sur un vote, sur la vie de quelqu'un, et auquel cas que ce mensonge-là, qui peut-être sera anodin dans d'autres circonstances, devient dangereux et problématique. Et auquel cas, là, il y a quelque chose à faire. Il y a une loi qui a été mise en place en amont des élections. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Et donc, il y a eu cette loi dont tu fais ce projet de loi et cette loi cette proposition, à laquelle tu fais référence, la loi Avia, qui a été en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Il en sort, moi j'ai très peu contribué en vérité, mais des bons amis évidemment ont suivi ça. Le sujet, c'est qu'il en est resté un observatoire, l'observatoire de la haine en ligne qui a été monté par le CSA, qui est en cours de travail et qui réfléchit de façon apaisée en étant constitué de toutes les parties prenantes possibles à un bon équilibre entre la liberté d'expression, qui est vraiment quelque chose de majeur et d'essentiel, et puis une régulation de certains espaces. Donc il y a la question du pénal, qui est comment on empêche un certain nombre de crimes d'être commis. Il y a la question de la haine, qui est un vrai sujet. C'est comment on crée de la concorde, comment on limite la violence des débats qui peut générer une violence physique. On l'a vu malheureusement très récemment. Et la réponse n'est pas simple. Il n'y a pas de réponse si facile que ça. La loi Avia, l'idée c'était de faire en sorte que les plateformes, donc Twitter, Facebook et d'autres, suppriment des propos manifestement haineux dans les 24 heures.
le Conseil constitutionnel a estimé que pour suivre une telle loi, elle risquait de trop supprimer de discours, et donc ça pouvait nuire à la libre expression. C'est-à-dire, on a quand même, on a encore le droit dans cet espace public, on doit avoir le droit de pouvoir exprimer un mécontentement, de pouvoir exprimer de la colère, de pouvoir ne pas être d'accord. Et donc ça ne peut pas être censuré. Donc il y a eu une peur du Conseil constitutionnel là-dessus. Mais le problème reste entier, qui est comment on fait en sorte que certains contenus qui sont problématiques soient supprimés. Facebook supprime 17 millions quand même de fausses pages tous les jours, hein, donc c'est massif. Hein, tout ça ne peut pas être fait juste à l'échelle mondiale. Pharos, qui est notre plateforme de signalement, je crois que c'était environ 170 000 signalements l'année dernière. Je me trompe peut-être sur le chiffre, mais c'est la grande masse. Ça veut dire que à 30 personnes, donc ça veut dire que le suivi des signalements était compliqué. Donc Pharos, c'est la police, l'organe qui a été mis en place par la police pour faire le lien, disons pour le dire vite, avec Twitter, Facebook, pour valider de façon par un policier, un agent public, que tel ou tel propos pose problème en termes de loi. Plateforme essentielle qui a été renforcée là dans la foulée de l'attentat contre Samuel Paty et donc qui a été renforcée par le Premier ministre. Donc il y aura plus d'agents. Le Premier ministre a aussi annoncé le fait qu'il y aurait un parquet dédié, c'est-à-dire que la justice pourrait travailler plus rapidement. Et c'est vraiment déjà le premier sujet, c'est que quand il y a un signalement, il soit suivi des faits. Que les plateformes qu'il y ait une gestion de projet qui soit faite, que les plateformes sachent qu'il y a un suivi, qu'on les attend, et que les individus qui vont trop loin et qui savent qu'ils vont trop loin, sachent il y a potentiellement une sanction à la clé. Mais est-ce qu'on peut régler de la même manière, ou en tout cas réguler de la même manière, la post-vérité ou les fake news, et de l'autre côté, la haine en ligne? On a là quand même une sorte de frontière assez floue. On reproche énormément de choses à Internet et aux réseaux sociaux. Et d'ailleurs, nous, notre chapeau global, c'est la haine, les nouveaux visages de la haine en ligne. On a décidé de focaliser dans cette première rencontre sur la question de la post-vérité. Est-ce qu'on traite ces deux questions de la même manière, ou bien est-ce que c'est la même chose? A priori, la loi Avia est plutôt sur la haine. Ouais. La régulation autour de la post-vérité, elle est plus du fait des plateformes elles-mêmes. Comment ça se passe? Comment on fait? Bon, les plateformes, c'est vrai qu'il y a une différence entre une incitation à la haine, l'idée de valoriser un attentat terroriste, l'idée d'appeler à frapper quelqu'un, c'est pas la même chose que de faire un mensonge. Oui, si je dis que la Terre est plate, c'est alors très 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 grave d'un point de vue non, ça peut même être rigolo, donc il faut voir. Non, moi je pense qu'il y a un premier sujet et qu'on n'a pas encore complètement fini de travailler, c'est qu'il y a une limite qui est la mise en danger d'autrui, ou le fait de risquer de générer des comportements qui vont nuire à des individus physiquement ou à la société physiquement. Donc la question se pose sur le mouvement anti-vaccin qui par moment peut avoir une légitimité dans son expression et par moment peut faire en sorte que des gens ne se vaccinent pas, et sur certains vaccins, sur certaines maladies, on s'est aperçu que ça pouvait générer des drames. Et auquel cas, là, on est bien dans la même histoire qu'un discours qui va, qui avec des éléments parfois factuellement peu étayés, va générer quelque chose de grave. Et on est dans la même histoire. Tout le sujet, c'est de pouvoir le qualifier de façon précise par la justice, de façon suffisamment précise, efficace, rapide, et avec conséquence, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et on vient de se dire que tous ces espaces-là, il y a une massivité du langage, et que la justice peut pas s'occuper de tout. Ça a été le débat parlementaire autour de la loi Avia. Hein. L'opposition, en tout cas les oppositions, ont argué que ce n'était pas à une autorité indépendante ou à des algorithmes de trancher les questions, mais à un juge. Et le juge, je crois qu'il a déjà quelques kilomètres de dossiers sur son bureau, donc il n'a pas 24 heures pour trancher ce type de questions.
C'est une question à laquelle, pour l'instant, il n'y a pas de réponse simple. Tout ça est en train de se créer. Alors, on est dans un nouvel espace public qui est en train de se constituer, qui va mettre un petit moment à se constituer si il continue comme ça. Il est né il y a maintenant 30 ans, hein, disons, si on peut penser de ces espaces publics numériques. Ces espaces ont amené quelque chose une nouvelle vague de libération de l'expression, assez proche de ce qu'on a pu connaître au XVIIIe siècle, hein, avec ce moment où on crée la presse, où on crée l'encyclopédie, on crée les cafés, les salons et où il y a les académies où une discussion se passe. Là, on vient d'avoir une généralisation de cet espace public au fait que tout le monde peut prendre la parole et s'exprimer. Et ça, pour l'instant, on n'a pas encore tout régulé. Alors, l'espace public physique, entre guillemets, il a mis 150 ans à se réguler. Habermas le raconte très bien dans un bouquin qui s'appelle L'espace public, archéologie de la publicité. À partir du XVIIIe siècle, en vérité, il commence comme ça, mais l'espace public commence avant. À partir du XVIIIe siècle, on a une ouverture de la parole. Et puis progressivement, les États, la publicité aussi, donc le capitalisme, recommence à essayer de cadrer cet espace de liberté de parole. On a eu des grandes lois de la presse en 1881 par là, et qui sont les lois sur lesquelles on fonctionne toujours, hein, les lois de la diffamation. On ne peut pas diffamer quelqu'un, et c'est en 1880 qu'on définit ça. Là, on est dans un nouveau mouvement d'ouverture, un peu spécifique, avec des problèmes nouveaux, des problèmes anciens. Hein, c'est aussi ce que le Conseil constitutionnel a estimé sur la loi Avers, c'est en disant l'attirail juridique en fait est assez similaire. Et donc, ne nous faites pas une loi de plus. Et puis, il y a quand même des nouveautés. La nouveauté, c'est l'instantanéité. C'est le fait qu'il n'y a pas d'organisation comme un média qui puisse internaliser une règle. Chaque individu doit être formé, du coup. Donc, on est potentiellement 70 millions de Français, chacun un petit média et chacun qui doit être au courant qu'il y a des lois et qu'on peut pas tout dire, qu'on peut pas insulter n'importe comment et que du coup, ces lois de 1880 elles s'appliquent aussi à soi. Et qu'on on n'y échappera pas en plus, donc il faut le savoir. Oui, alors ça c'est la version optimiste que tu es en train de nous décrire. Grosso modo, il y a un après cette libération désordonnée du langage, non pas du langage, mais des opinions, de la discussion, et donc il y aura une régulation qui interviendra. Sauf que on peut se demander si à ce petit jeu, la démocratie ne va pas y passer. Je veux dire par là que une fausse nouvelle, c'est pas moi qui le disais, c'est Marc Bloch, naît toujours de représentations collectives qui sont préexistantes. Et aujourd'hui, en réalité, les fausses informations se basent sur un état psychologique de la population qui permet la diffusion de faits alternatifs. Enfin, on est en plein Trumpisme. Et donc, la question qui se pose quand même, au-delà de la régulation capitaliste, c'est le système démocratique tel que nous l'avons connu, tel que nous le connaissons encore aujourd'hui, quel avenir voilà. Et nous voyons bien qu'avec la post-vérité, il y a une tendance aussi à l'autoritarisme qui se dégage dans un certain nombre d'endroits. Résume-nous toutes ces questions. Non, le numérique n'est pas responsable de tout, hein. Donc il y a aussi des tendances lourdes autres. Il faut d'abord regarder les trésors, parce que dans le fond, il faut quand même toujours regarder les trésors d'abord. Le trésor, c'est qu'à tout moment maintenant, un lanceur d'alerte peut exprimer un sujet, dénoncer quelque chose de grave et demander à apporter des solutions. Ce moment-là, c'est aussi que et il a besoin d'être protégé par l'anonymat. Hein. Et alors c'est une question sur laquelle on va revenir. Il y a ce moment-là, c'est aussi que chacun peut à coût zéro se renseigner sur Wikipédia et d'autres endroits et récupérer de l'information. Ce moment-là, c'est que l'information
est la même à peu près pour tous, grosso modo, même si après il faut savoir aller la chercher, la trouver. Et donc, je pense aussi qu'il faut à un moment donné se dire que il faut pas sous-estimer l'intelligence individuelle. C'est pas parce que l'instagrammeuse qui a 1 million de fans, qui est spécialisée dans le fait Dans les grosses lèvres. de se montrer en maillot de bain et de passer dans des émissions de télé-réalité, dit que qu'il faut pas se vacciner, que 1 million de personnes qui la suivent vont arrêter de se vacciner. On n'est pas encore fini de comprendre comment fonctionne l'influence et il n'est pas sûr qu'un influenceur soit si un influenceur que ça. Donc il y a quand même une résistance. Non, c'est-à-dire que l'influenceuse, je vais pas la citer, mais voilà, l'influenceuse, elle est abonnée à son Insta. L'influenceuse, elle est aussi considérée par une partie de sa communauté comme étant spécialisée dans le fait d'être super sympa, d'être spécialisée dans plein de choses, mais qu'elle n'est pas spécialiste de vaccins. Donc, est-ce qu'elle entraîne, quand elle relaie un discours de complot, est-ce qu'elle entraîne beaucoup de gens? Ça se questionne. Ça pose une autre question, c'est que évidemment cette influenceuse elle a 1 million de fans sur Instagram. Le patron de la Direction générale de la santé, il a 80 000 copains sur LinkedIn, qui est un autre réseau social plutôt, disons professionnel. Ça donne une responsabilité à ceux qui pensent avoir une information plus objective ou plus fondée sur des faits que les autres, c'est qu'il faut qu'ils s'expriment. Quand on recherche dans Google des sujets sur le Covid, c'est pas un site étatique qu'on trouve en premier. On trouve des magazines sympathiques, mais relativement lifestyle, comme on dit. On ne trouve pas non plus des rapports de chercheurs bien étayés. On ne trouve pas des vidéos de chercheurs. On ne trouve pas du coup les faits. Donc il y a aussi une responsabilité à un moment. On est dans un espace public où tout le monde peut parler. Tout le monde n'a pas la même recherche Google en fonction de ses historiques. On l'a tous eu le Covid. Tu cherches Covid. Tu cherches combien de temps ça dure. C'est une information. C'est une info. Combien de temps ça dure le Covid. À quel moment je suis plus contagieux. Okay. Eh bien, on l'a tout cherché. Moi, j'ai eu du mal à trouver la réponse, et c'est pas sur les sites étatiques que je l'ai trouvé. Tout à fait. Et c'est pas pour critiquer, c'est juste qu'il y a un moment, il faut aussi dire, on peut pas se plaindre que l'influenceuse monte au créneau, raconte un peu tout. Pardon, mais si on tire le fil de ce que Pierre a commencé à évoquer, on a le sentiment en t'écoutant d'une certaine, comme s'il y avait une certaine maturité de cette civilisation numérique. Alors que nous, chez Make Ricard, on adore chroniquer évidemment, et on a le sentiment qu'on est passé maintenant dans une sorte de nouvel âge où après la révolution, on est maintenant dans la civilisation numérique et que finalement, je crois qu'on peut partager aussi cette espèce d'optimisme qui n'est pas qu'un optimisme idéologique, mais qui est un optimisme pragmatique des faits, qui est de dire finalement, est-ce que le système ne s'autorégule pas par lui-même dès lors que ça fait maintenant 15 ans que les réseaux sociaux sont parmi nous, que ça fait maintenant 30 ans, en tout cas 20 ans, 30 ans, qu'Internet est une donnée fondamentale de nos existences et que donc il y aurait, non pas par magie, mais par self-education, une sorte d'autorégulation du système. Ouais. Alors, je pense qu'on peut aller là. Alors, il y a encore beaucoup de travail. On a encore, là, je voyais cet été une jeune fille qui en frappe une autre, et du coup, et tout ça filmé en live, qui la déshabille un peu. Toute la communauté pourchasse donc l'agresseuse, la jeune femme qui avait agressé l'autre. La pourchasse dans le même mode de lynchage que ce qu'avait fait l'agresseuse elle-même. Donc il y a encore des comportements qui posent problème dans le fait d'avoir des comportements très agressifs, de faire preuve de colère, de mettre en danger les gens, de donner les adresses de tel ou tel individu avec qui on n'est pas d'accord, donc ce qu'on appelle le doxing. Nous, on s'est aperçu que c'était un des sujets de l'affaire Paty. Le Premier ministre d'ailleurs a rappelé, est en train de faire évoluer la législation aussi là-dessus, c'est-à-dire donner le nom de quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord et son adresse est en soi quelque chose de problématique. Donc il y a encore beaucoup de travail. Alors il y a évidemment tout le sujet d'éducation il y a l'idée de formation de soi-même. Donc c'est fait une partie de notre travail, nous, en tant que consultants, c'est d'aider
des dirigeantes d'entreprises, d'organisations à mieux maîtriser ces espaces-là pour pas faire d'erreurs. Puis il y a la formation de tout individu, donc des élèves, et puis il y a ce que peuvent faire les plateformes pour participer à mieux réguler leurs espaces aussi, où il y a encore beaucoup de choses. Elles doivent aussi former les personnes qui parlent sur leurs espaces. Alors justement, tout à l'heure on a évoqué ça et on a un peu écarté le sujet rapidement. Les patrons de Twitter, de Facebook, de Reddit. Reddit a été un vrai sujet, il y a un vrai revirement de jurisprudence. Tout à coup, se sont intéressés à leur contenu, alors qu'avant ils disaient nous on est simplement des hébergeurs, c'est pas notre problème. Tout à coup, il y a eu comme une sorte de twist. Est-ce que c'est lié à, je dirais, une sorte de prise de conscience personnelle, ou bien est-ce que c'est lié à leur public qui globalement a poussé vers quelque chose de plus entre guillemets politiquement correct. On peut pas être homophobe, on peut pas être raciste, et finalement c'est quand même pas plus mal. Et donc là, le premier amendement américain, on prend un gros coup quand même. Ouais, je pense qu'il y a vraiment il y a le public où vous êtes ado sur certains espaces, la vie est parfois compliquée déjà en tant qu'ado, mais si en plus il y a du cyberharcèlement et que ces espaces deviennent détestables et toxiques, il y a un problème. Donc ça c'est le premier sujet. Donc chacun, les plateformes doivent créer des espaces un peu sympa, bienveillant, ludique, parce que c'est aussi comme ça qu'elles vont garder une partie de leur population. Il y a les annonceurs, c'est-à-dire les gens qui font de la publicité. On n'a pas envie de faire de la publicité dans certains espaces problématiques, haineux, et donc il y a ça comme sujet. Puis après il y a les législations, c'est-à-dire que de plus en plus, c'était un des sujets de la loi Avia et ça va le redevenir. On voit qu'aux États-Unis, le Congrès américain est aussi en train d'y penser. On voit que sur l'Union européenne, Thierry Breton, commissaire européen, fait avancer une législation assez décisive. On voit que les États aussi commencent à demander à ces plateformes qui jouent un rôle maintenant un peu important dans la conversation et dans nos démocraties, de plus se réguler, de plus être juste considéré comme quelqu'un qui héberge le contenu d'un autre, mais d'accepter d'avoir une responsabilité. Alors évidemment, les opérateurs le veulent pas trop, parce que c'est une question d'argent et de risque. Et on a dit que tout était massif, et donc comment arriver de façon philosophique et de façon algorithmique à réguler des espaces comme ça, c'est vraiment une grosse complexité. Malgré tout, c'est quelque chose qui va être en tendanciel, qui va évoluer. Mais alors, là, c'est intéressant parce que tu dis les plateformes sont pas complètement d'accord à l'origine. Et puis, il y a un débat politique qui est un peu contradictoire. C'est-à-dire que tout à coup, on veut réguler et donc, quelque part, on a envie de jouer le rôle d'apaisement de l'espace public via la loi et donc via ce que disait Pierre en introduction, c'est-à-dire quand même une certaine conception du sens commun, d'autres diraient de la common decency, parce que le sens commun nous rappelle d'autres trucs. Oui. Et tout à coup, quand on veut réguler, c'est un peu le cas d'Adopi il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on se fait traiter de réac, de conservateur, et le mouvement pour la liberté sur Internet qui s'associe de manière un peu objective avec les intérêts capitalistes des plateformes. Et quand on est, je dirais, un progressiste, allez, je vais le dire au sens large, on fait quoi? Où est le progrès? C'est quoi le progrès là-dedans? C'est de réguler, c'est de dire on peut pas raconter n'importe quoi, mais quand on dit ça, tout à coup, on est accusé d'être un facho. C'est de laisser libre cours à tout au motif qu'on va s'autoréguler. Quand on est de bonne foi, finalement, est-ce qu'on marche pas sur un terrain miné permanent? Oui. Alors, avant que tu répondes, je voudrais juste rappeler que nous sommes chez des libraires associés, un écrin au sein de la Goutte d'Or. Je voudrais rappeler le numéro de téléphone, le 01 42 57 20 24. On a tenu à faire cette conférence dans une librairie, parler du numérique dans une librairie, ça nous paraissait important. Et la question précédente vient d'être posée par Thierry Keller, qui est le directeur éditorial du magazine de prospective Kouzbek Erika, qui a été créé en 2010. Et puis, c'est un site
Et C'est une plateforme. C'est aussi une plateforme. Et puis Thierry Keller a écrit un livre qui s'appelle Ce qui nous rassemble. Comment peut-on encore être français? C'est chez Manitora. Je rappelle le livre de Xavier de Maison, Le bûcher des vérités, mais aussi Jeanne Tech. Je ne rappellerai pas le lien, ça c'est pas grave. Si le pourra parler. Le chaos, la fraternité. Et donc, Xavier, si tu peux maintenant reprendre la question de Jay, moi je voudrais aussi en ajouter une à laquelle tu n'as pas répondu, mais on y arrivera juste dans les préconisations, c'est la question aussi de l'anonymat. C'est pas simplement la question de l'éditeur, puisqu'on sait très bien qu'un certain nombre de procès n'ont jamais abouti, parce qu'en réalité, les éditeurs se trouvaient à l'étranger, ne pouvaient pas être poursuivis, et donc, à partir de ce moment-là, on était dans l'irresponsabilité totale, mais il y a la question de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Moi, la levée de l'anonymat, c'est évidemment une orientation que je défends, mais je voudrais avoir aussi le point de vue du spécialiste. Alors pour sur la première question, donc où on en est si on est progressiste entre guillemets, c'est-à-dire qu'on veut à la fois maintenir une liberté d'expression tout en faisant en sorte que ces espaces soient pas des terrains de bataille un peu sordides. Premier sujet quand même, c'est la question des sujets où on met en danger physiquement quelqu'un ou la collectivité. Et ça, pour l'instant, il y a encore des vrais sujets, ne serait-ce que un petit peu de législation et surtout de faire en sorte que la loi soit respectée, car elle peut l'être. Et du coup, ça veut dire faire en sorte que les opérateurs mettent suffisamment de moyens, faire en sorte que les forces de police mettent suffisamment de moyens, faire en sorte que chaque individu sache qu'il peut être aidé. Les petits, les enfants, les mineurs peuvent être aidés. Il y a une association qui s'appelle e-enfance qui a des liens très forts avec les opérateurs et qui peut faire beaucoup pour résoudre beaucoup de sujets, la pédopornographie, des sujets de harcèlement. Donc ça, il y a des choses qui sont très bien encadrées. Donc là, encore du travail à faire. Et puis après, sur le sujet des haines, il y a encore des débats à avoir qui dureront un petit peu de temps et qu'il faudra trancher de façon prudente. Il y a pour l'instant les opérateurs pensent que, et c'est ça qui pousse en affaires publiques, pensent qu'on pourrait juste faire en sorte que chacun met les contenus dont il a envie, et puis surtout eux ils pourraient faire en sorte de freiner la viralité de tel ou tel contenu suivant son degré de virulence ou d'impact négatif sur la société. Je suis pas certain que ça suffise de mon côté, mais c'est encore à inventer. C'est des champs qui sont à inventer. On aura nous tous ensemble, on aura cette responsabilité-là. Sur le sujet de l'anonymat, du coup, alors ça, c'est plus en principe, personne n'est anonyme sur Internet. C'est-à-dire que ça fait partie de nos métiers d'aller chercher des gens qui croient qu'ils sont anonymes et en fait ils découvrent qu'ils ne l'étaient pas. Donc il est rare qu'on soit non, il est rare d'être anonyme. Pourquoi? Parce que si vous êtes sur Twitter, à un moment donné, Twitter va vous avoir demandé votre numéro de téléphone. Parce que si vous voulez rester dessus, il va vous leur demander ou votre adresse mail. Il va vous avoir bloqué. En cas d'enquête judiciaire. En cas d'enquête judiciaire. Et en cas d'enquête judiciaire, c'est le seul sujet. Après, il y a la question du pseudonymat, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit demander à ce que quelqu'un qui s'exprime s'exprime toujours sous son nom. Donc l'anonymat, en fait, il n'existe pas techniquement. Si la loi est mise en place, c'est-à-dire s'il y a bien un policier ou un gendarme qui fait le travail, et s'il y a vraiment une infraction pénale, il ne faut pas croire vraiment que l'anonymat est solide sur les plateformes. C'est-à-dire, je parle de Facebook, de Twitter, de ces grands opérateurs-là. Il y a bien des gens qui vont produire des contenus quelque part sur un site internet dans un pays qui aurait peu d'accord avec la France. Ça peut encore arriver, et à un moment donné, il faut que ces contenus ils arrivent sur un espace français, et donc c'est là où les ennuis commencent à être. Enfin, c'est là où on fait des erreurs, on laisse des traces, et où du coup la police peut agir. Bon. En revanche, il y a la question du pseudonymat, c'est-à-dire
il peut arriver que j'ai envie de m'exprimer et que j'ai pas envie que ça soit moi, Xavier, qui s'exprime parce que j'ai peur, parce que j'ai peur de rétorsion, parce que j'ai envie de m'amuser avec mes copains. Oui, et donc du coup, les défenseurs de la liberté d'expression pensent qu'il y a une valeur au pseudonymat. Et alors il y a des études là-dessus qui montreraient qu'on est tout aussi agressif anonyme que pas anonyme, mais je pense quand même qu'on l'est plus quand on se sent anonyme. Oscar Wilde disait mettez un masque à quelqu'un, il vous dira la vérité. Oui. Et il y a, alors voilà, ça c'est aujourd'hui. Ça c'est le point de vue. Effectivement, c'est le contre-point de vue qui est, c'est une façon d'avoir plus de liberté d'expression, de sortir ça. Alors je voyais il y a quelques jours, donc l'affaire Mila a ressurgi, et donc cette jeune femme donc qui a pris des positions sur l'espace public sans le faire exprès, qui s'est retrouvée un peu chassée par c'est ce qu'elle a dit, je pense. J'étais pas là. Et donc du coup, elle se retrouve pourchassée entre guillemets. Et donc des positions ont été reprises il y a quelques jours. Et donc je voyais un jeune homme, enfin en compte, sous pseudo, qui disait qu'il lui disait qu'il allait lui couper la tête et qui mettait une photo d'un gendarme en disant il m'aura pas derrière mon VPN. Peut-être, mais il prend un petit risque en ayant fait ça. Voilà. Donc surtout, il faut défendre la liberté d'expression et laquelle, celle de Mila ou celle du jeune homme? Celle de Mila. Non, mais parce que la liberté, mais tu as raison de me faire préciser, bien entendu. Elle a le droit de critiquer les religions, elle n'a pas le droit de critiquer les pratiquants. Et puis si on n'est pas content des propos tenus par Mila, on se détourne, et si on pense que cela porte atteinte à ce que l'on est, eh bien, on porte plainte devant la justice, et à la justice de décider, même si il n'y a pas de délit de blasphème dans ce pays. Et disant cela, je pense aussi que la question de la régulation se pose, que peut-être celui de l'encadrement n'est jamais mis là. Alors, pas de débat sur Mila, s'il te plaît. Non, mais sur l'anonymat et peut-être aussi sur la façon dont on coach, parce que ce que Pierre vient de dire, c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est si t'es le conseiller en com de Mila, ou d'ailleurs de quiconque d'autre qui aurait envie d'avoir un propos radical, disons, en ligne, qu'est-ce que tu lui dis? Voilà. Donc le jeune homme, donc tu posais la question du jeune homme ou Mila, dans les deux cas, donc on est dans un espace public. Pour le jeune homme, il est dans une menace et dans une incitation à commettre un crime, et donc là on n'est plus dans du lynchage, c'est la menace de lynchage. Donc là on est dans autre chose, mais disons donc nous, quand on accompagne tel ou tel dirigeant ou dirigeante sur un espace public, et on fait en sorte qu'il soit conscient du cadre dans lequel il est. Et donc, de fait, il y a tout un enjeu qui est de regarder quel est le contexte, à qui on parle, à quel effet on va avoir quand on s'exprime. Et donc, du coup, évidemment, ça fait partie de ce qu'on appelle le média training digital, de vérifier quel est le contexte. Donc, dans les deux cas, pour ce jeune homme et pour Mila, on a la réflexion de dire en pur accompagnement au conseil en communication, de cadrer et de rappeler ce sujet-là. Après, on peut décider de prendre des positions, et de prendre des positions pour faire choc et pour transformer un débat, pour porter un débat, parce qu'on fait du combat. Mais c'est un sujet qui peut être pris, et c'est une stratégie en tant que telle de le faire, et on peut le faire, ça nous arrive de le préconiser. La communication, tu veux dire, est déjà une manière de déformer la vérité ou la réalité? La communication est une façon ou en tout cas de l'encadrer, de faire avancer un point de vue, d'avoir un impact sur le réel en l'ayant pensé, oui, incontestablement. Alors, je te titillais sur la question de la dictature parce que j'étais pas totalement certain d'être d'accord avec mon ami Pierre sur la question de l'anonymat. Est-ce que c'est pas la fausse bonne idée immédiate quand on est quelqu'un de rationnel, et on se dit, bah évidemment, quand on s'exprime
en ligne, la moindre des choses, c'est de dire qui on est. Et ça paraît évidemment logique. Mais quand on est soumis à un patron un peu vigoureux, quand on est un démocrate dans une dictature, quand on est un lanceur d'alerte dans une multinationale qui dégueulasse la planète, est-ce qu'on n'a pas besoin juste précisément d'être protégé? Alors, tu parlais de pseudonymat, mais par tout simplement l'anonymat, dès lors que on craint pour sa propre vie si on dénonce des injustices. Et donc c'était ça aussi le débat sur l'anonymat. Et moi je reconnais que c'est des arguments qui m'ont fait un peu bouger, parce que j'étais pas loin d'être d'accord sinon. Si on parle de l'aide, enfin, je te laisse répondre. Si on est en France, tu prends une position contre une entreprise, tu as une loi qui te défend en tant que lanceur d'alerte, te défend peut-être imparfaitement, mais en tout cas, voilà. Tu décides de sortir un débat parce que tu as été harcelé par tel ou tel dirigeant, tu le fais. Si tu le fais en nom propre, tu as une prise de risque effectivement et un coût qui est engendré, alors que tu peux peut-être le faire de façon sous pseudo, en desserrant la contrainte et en risquant moins. Il faut pas abuser du pseudonyme évidemment parce que du coup l'utilisation du pseudo et du fait d'être anonyme a conduit à des chasses aux sorcières. Et on revient du coup au sujet qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire évidemment sous derrière un pseudo, on croit qu'on ne sera pas atteint et on se permet des choses qui vont trop loin. Et donc du coup, il y a pour chacun une sorte d'éthique à maintenir et du coup aussi de savoir qu'on a des limites. Du coup, moi, je suis assez favorable à ce qu'il n'y ait pas un anonymat pur, parce que sinon, on est dans un dérapage absolu. On parle pas de la même chose sur un régime dictatorial, mais en fait, il y a quand même un fait qu'il faut avoir en tête, c'est que il n'est pas possible aujourd'hui d'être anonyme sur Internet, quels que soient les moyens qu'on voudrait utiliser. Bien sûr. Un régime dictatorial a tous les moyens pour arriver à sniffer un téléphone, à entrer dans un téléphone, à faire du piratage. On l'a vu, il y a des outils, un simple envoi d'un message sur WhatsApp sans même y avoir répondu, les gens sont entrés dans votre téléphone. Il y a pas d'anonymat possible dans un régime dictatorial. On a même un penseur qui s'appelait Evgeny Morozov, qui était un gourou de la Silicon Valley, qui avait expliqué que justement de l'anti-Silicon Valley, de l'anti-Silicon Valley, qui expliquait que justement les numériques étaient d'un grand renfort pour les régimes tyranniques, parce que ça permet très rapidement d'avoir accès à tous les copains de tel ou tel, tous les contacts, et donc bien sûr. Voilà. Et je laisserai la parole à Pierre. Juste petite précision parce que je peux quand même pas m'en empêcher. À toute fin utile, Uzbek Erika, c'est les personnages des lettres persanes de Montesquieu. Je rappelle que les lettres persanes ont été publiées de façon anonyme en 1721 en Hollande, car Montesquieu, qui à l'époque était un jeune perdreau, avait peur de la censure de la monarchie française et que donc dans un premier temps, les lettres persanes ont été publiées de manière anonyme et peut-être que si l'anonymat n'avait pas existé à ce moment-là, Montesquieu n'aurait pas sorti ces lettres persanes ou qu'il se serait fait écarteler sur la place publique pour ce forfait littéraire. Oui, j'entends bien cet argument littéraire et historique. Cela étant, je ne reviens pas sur le contexte démocratique dans lequel nous sommes et le cadrage législatif qui existe et qui protège tout de même les individus, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise ou que ce soit en tant que lanceur d'alerte. C'est pour ça que je reste assez défavorable à la question de l'anonymat. Mais il me semble que nous arrivons pas très loin de notre terme, de notre première conférence, qui, je le rappelle, sera suivie d'autres conférences sur les extrémismes, sur la lutte contre les extrémismes, la présence des extrémistes sur les réseaux sociaux. Finalement, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'on peut espérer je reviens à la question de la régulation et de l'éducation. Comment on fait? Quelles sont les préconisations qu'on peut avoir pour essayer de s'efforcer, c'est pas essayer, c'est s'efforcer de réduire la haine en ligne. Nous sommes un certain nombre d'acteurs à y travailler depuis 4 ans, notamment on le
le fait ensemble avec différents outils, mais rien ne remplace malgré tout le travail d'éducation. Les réseaux sociaux, c'est tout simplement des contenus sur des contenants. Comment on fait? Alors, alors moi, je vais le prendre autrement. Alors, si, comment on fait? On est en train d'assimiler une nouvelle forme de communication et qui est encore imparfaite et qui n'est pas encore aboutie, et donc on n'a pas encore vu tout le potentiel positif et négatif des réseaux sociaux et de ce nouvel espace public. Donc on va réguler avec un peu plus d'organisation, une meilleure appropriation par la justice d'un certain nombre de sujets, le fait que chacun soit formé plus à respecter une certaine éthique, de même que dans la rue on fait pas n'importe quoi, ben on peut ne pas faire n'importe quoi dans un espace public qui est les réseaux sociaux, et tout ça, ça va être assimilé. Après, il faut pas se tromper de sujet non plus, c'est-à-dire que la haine en ligne n'est qu'une expression de la haine hors ligne. Et donc c'est pas l'idiot qui monte le doigt, c'est pas, il faut pas regarder le doigt, il faut regarder la lune. Voilà. Proverbe chinois. T'as compris le proverbe, je l'ai fait n'importe comment. Et donc quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. C'est ça. Et donc du coup, il y a quand même un sujet qui est des états de tension dans nos sociétés globales. Mais qui sont alimentés en permanence. Qui sont alimentés en permanence, et donc du coup on peut jouer sur ce sujet-là, mais il y a aussi d'autres paramètres. Et si on veut pas être complètement dans le post-monde de la post-vérité, il y a aussi des principes réels qu'il faut aller regarder et des faits à regarder et essayer de comprendre de quoi ils retournent. Alors, une façon de le faire, d'ailleurs, c'est de considérer tous ces discours qu'on a, et les films qu'on peut y voir, et les complots, et les fake news, aussi comme des récits et des histoires. De les regarder de façon moins anxiogène que ce qu'on voudrait. Donc, il y a eu récemment un film, un documentaire complotiste sur le Covid, comment on l'appelle ça, la Covid. Et donc ce documentaire qui en ce moment tourne beaucoup, qui a probablement été vu plus d'un million de fois, en tout cas évoqué. Il nous dit quoi? Il nous dit on a une élite économico-politique qui a fabriqué un virus. Il nous le laisse entendre, mais il nous le dit pas si clairement, mais enfin il le dit un peu comme ça. Fabriquer un virus pour s'attaquer aux plus vieux, et puis faire en sorte de numériser à marche forcée les gens pour mieux les contrôler. C'est une théorie du complot classique, puisque ça démonte un complot, donc c'est pas faire insulte à ceux qui l'ont fait de le dire. Et complot, ça veut dire qu'il y a derrière les phénomènes, il y a des acteurs qui ont décidé de faire telle ou telle chose. Bon, moi, en arrivant, comme on est dans une librairie, là, je reprenais, j'ai trouvé ce bouquin incroyable de Pierre Bayard, qui est un critique littéraire, professeur de littérature, qui vient de sortir Comment parler des faits qui ne se sont pas produits. Bouquin fabuleux. Alors lui, il s'est rendu célèbre pour son bouquin précédent qui était Comment parler des livres qu'on n'a pas lus. Pour spécialité de journaliste, si je peux me permettre. Spécialisé de toute personne qui est proche de livres à un moment donné. Et donc Bayard n'est pas journaliste, il l'a lu. Bayard qui est un grand lecteur, il peut se permettre de dire on peut parler des livres qu'on n'a pas lus. Bon, là, il a fait un sujet Comment parler des faits qui ne se sont pas produits, où il défend un peu l'idée qu'on puisse faire fiction, et que cette fiction, elle a un intérêt. Donc, il entend montrer, je le lis, que non seulement la fable est aussi ancienne que l'être humain, mais que sa pratique qui lui est consubstantielle mérite d'être reconnue et encouragée, tant elle est utile au progrès collectif comme à l'équilibre personnel de ceux qui y recourent. Ça, c'est sa thèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre film complotiste que j'évoquais tout à l'heure, il nous dit quoi? Il nous dit, si on le déconstruit en critique littéraire et si on le construit dans ce dont il veut nous dire, il nous dit qu'il y a un ressenti aujourd'hui d'une partie de la population envers certaines formes d'élite qu'elle juge nuisible, hostile, et qu'elle juge comme qu'elle pense qu'elle veut la détruire.
avec une forte anxiété et une idée de désarroi d'ailleurs. Elle nous dit que paradoxalement, il y a l'idée que ces gens-là sont suffisamment puissants pour avoir de l'impact sur le monde, là où très probablement ils sont tous en train de pagayer avec un machin qui est arrivé, que personne n'avait envie d'avoir. Et donc, c'est leur donner beaucoup de pouvoir de penser qu'ils ont pu organiser ça, mais c'est un autre débat. Elle nous dit beaucoup de choses. Elle nous dit qu'il va falloir se rebeller pour faire ça, qu'on est en déclin. Elle nous dit que du coup ça a été fabriqué et que la technologie est dangereuse. On y revient là sur notre sujet d'aujourd'hui. Donc la technologie est prise comme danger. Elle nous dit que derrière le mythe du progrès qu'on avait tous, c'est-à-dire que la technologie, la science vont nous faire aller plus loin, en fait, ce virus a été fabriqué et donc fabriqué par des gens qui veulent nous asservir. Et donc la technologie nous asservit là où la nature serait plus valorisante. Elle nous dit beaucoup de choses sur les angoisses du temps. Et plutôt que de s'énerver à savoir si c'est une fake news ou pas, et d'ailleurs si les gens vont la croire ou pas, alors il y a le premier sujet qui est cette fake news aussi, ce discours survit et survit parce qu'il n'y a pas non plus de discours officiel clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus. C'est ce que tu disais. Donc, mais il n'y a aussi pas de stratégie de communication. C'est-à-dire après tout, rien n'empêche le délégué général de la santé, le ministre de la santé, de faire un documentaire sur le Covid et de nous expliquer comment ça a commencé. Elle nous parle de théorie du complot. On remet en cause le pangolin en ce moment. Attention. Exactement. Mais sérieusement, en plus. Et le CNRS se pose la question, et pas d'un point de vue complotiste, d'un point de vue que ce sont des questions que tout être humain se pose et qu'on s'est tous posé. Qu'est-ce que c'est que ce machin qui débarque? Pourquoi il est là? Qu'est-ce que quelqu'un a fabriqué? Ça a été posé au niveau de l'État, ça a été posé évidemment dans plein d'endroits et de façon normale. Donc ce sujet-là, il faut prendre aussi ces discours et ces énervements comme des symptômes, et essayer de traiter aussi les causes et pas que les symptômes. Et donc, du coup, la haine en ligne est un symptôme du sujet. Juste une dernière question très courte pour finir. Quand on préparait cette rencontre, tu nous disais finalement la non-réélection de Trump est peut-être une bonne nouvelle. Trump a été porté et soutenu par ceux qu'on appelle les QAnon. On va pas revenir sur qui sont les QAnon, je vous invite à lire Respect Erika pour cela. Mais finalement, ça n'a pas fonctionné, quoi. Non. Et donc, tout complotiste qu'il soit et tout manipulateur de fake news qu'il soit, mine de rien, il a quand même moins de voix que son opposant. Ouais. Alors Trump, c'est intéressant parce que Trump, c'est aussi... On ne sait pas encore où ça finit. Trump, il est intéressant parce que si on le prend l'approche d'un Pierre Bayard de critique de ce qu'est Trump, il est Make America Great Again, c'est-à-dire c'est aussi un ressenti très fort d'une partie de la population américaine, et manifestement pas très loin d'être majoritaire et peut-être majoritaire, que l'Amérique va moins bien, que les élites l'ont dilapidé, qu'ils sont pas heureux et que derrière une partie de la mondialisation a été nuisible. Et ça, c'est un vrai retour du réel pour le coup. Donc Trump est souvent présenté comme le père de la fake news et du complotisme, mais en fait il a exprimé quelque chose de très fort. Et donc il y a ça. En face, il a utilisé des moyens tous les moyens des fake news possibles et imaginables et de la post-vérité possible. Et donc c'est par la post-vérité qu'il est arrivé à l'emporter. Il se trouve que il perd à la fin. Et donc, alors il a eu un rôle, je pense, majeur dans le fait de développer l'hystérie aussi sur les espaces numériques, parce que c'est un gros influenceur, 80 millions de fans, et donc il a desserré l'étau. Il a montré un dirigeant pouvait faire tout et n'importe quoi, dire tout sans contrainte, et donc il y en a beaucoup qui ont eu envie de l'imiter. Qu'on pouvait gagner en ayant joué sur l'opinion numérique, et donc du coup il y en a d'autres qui ont fait pareil. Et dans beaucoup de pays au monde, ça s'est fait pareil, beaucoup ont imité Trump. Donc il y a eu un rôle, et puis plus ces tweets qui sont des tweets très dans cette forme radicale qu'on a évoquée tout à l'heure, qui sont des tweets qui portent, mais du coup qui ont de l'impact. Donc le fait qu'il sorte un peu du jeu, qu'il ne triomphe pas à la fin, veut dire que tout ça n'est pas fini. Ça nous ramène aussi à Pierre Bayard, c'est que Trump, je voyais le jour un journaliste qui disait il va
nous manquer. Parce que il y a aussi un côté complètement fou de spectacle, de show, de l'entertainment. Et Trump, c'est aussi ce monde de la post-vérité qui est le monde de l'entertainment absolu où on peut tout dire pour faire n'importe quoi. Comme mon Instagrammeuse tout à l'heure. Je ne suis pas sûr qu'il va totalement nous manquer parce qu'il n'est pas certain qu'il disparaisse du paysage et en tout cas le Trumpisme est là et a un certain nombre de représentants. Mais je crois que pour non pas conclure, mais ouvrir d'autres perspectives, moi je retiens ce que tu disais avec un appel à faire de la politique. C'est-à-dire que ce qui se passe sur les réseaux sociaux n'est qu'un aspect de la question qui taraude nos sociétés. Il y en a bien d'autres, et notamment sur les aspects sociaux, la fin de la mondialisation peut être annoncée avec le Trumpisme, ou en tout cas une régulation de la mondialisation. Ça, c'est d'autres débats que nous pourrons organiser plus tard. Pour l'instant, on va vous laisser, chers auditeurs, en vous remerciant de nous avoir suivis, en remerciant une nouvelle fois Jacques Dess, les libraires associés. Vraiment, c'est un endroit fabuleux, j'insiste. On a envie de tourner la caméra pour que tout le monde voit, d'ailleurs. Voilà. Quel bel endroit où on est. C'est un superbe endroit. Venez vraiment, n'hésitez pas. Faites vivre les librairies et celle-ci en particulier. Merci Thierry et puis merci Xavier pour merci à tous les deux. Remarquable intervention. Et je rappelle ton dernier livre. Le dernier là. Non, le dernier. Non, ça c'est l'avant-dernier, c'est pas très grave. J'ai pas suivi. Bon, c'est pas grave. Le bûcher des vérités, Jung. Et puis, on vous retrouve très, très rapidement avec Ouzbek Erika, France Fraternité, une association de lutte contre les extrémismes, d'éducation populaire et de solidarité. Vous pouvez aussi nous aider. Vous nous retrouvez en ligne. Ciao. À très vite. Salut Pierre, salut Xavier. Salut. Ciao. Au revoir.